Oh my God! Amis internautes, bonsoir. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un ami, quelqu'un qui est notre chroniqueur régulier sur la chaîne et qui vient une fois par mois nous gratifier de ses analyses et de ses réflexions. Alors justement, on disait hors antenne avec Thierry qu'hier soir, on évoquait dans l'émission La vie autrement avec Jean-Michel Vernochet les attentats du Bataclan. Et finalement, aussi bien Jean-Michel que moi, on est un peu dans l'interrogation. On ne sait pas très bien à qui a profité ce crime. Et finalement, en écoutant la capsule de Thierry chez notre ami Nicolas Stocker, on a eu la réponse à la question. Alors, sans faire attendre Thierry, on va le recevoir tout de suite. Bonsoir Thierry, bienvenue. Bonsoir Eric. Mon cher Thierry, je suis particulièrement content de te voir ce soir parce qu'effectivement, cette question nous taraude tous depuis une dizaine d'années. Cet attentat du Bataclan a quand même marqué les esprits. La plaie est encore vive, si j'ose dire, pour nombre d'entre nous. Et ce qu'il y avait de plus rageant, c'est de ne pas comprendre les motivations, quels étaient les acteurs véritables, qui avaient intérêt à organiser un tel attentat et pourquoi. Alors, si tu veux bien, avant d'aborder les autres sujets d'actualité, je voudrais que tu nous éclaires sur ce point parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui savent ce que tu sais et ce que tu as expliqué à Nicolas Stocker. Donc, d'abord, lorsque ces attentats ont eu lieu, j'ai écrit une série d'articles, donc c'était il y a 10 ans maintenant, que j'ai publié sur mon site et dans différents journaux. Mais c'était à l'étranger. À l'époque, je vivais en Syrie. Et j'ai raconté tout ça dans le livre que j'ai publié avant de revenir en France, là, Sous nos yeux. Il y a tous ces éléments dedans. Donc, le problème, c'est que la France n'a pas respecté un de ses engagements. Et le pays qu'elle a floué a organisé ces attentats pour faire pression sur elle. Alors, tout le monde doit savoir qu'il y avait des revendications de ces djihadistes. L'autre jour, sur France Télévisions, on a entendu un enregistrement audio à l'intérieur de la salle du Bataclan et un des djihadistes commençait la revendication. Mais France 2 a coupé au milieu cette revendication. On a entendu le djihadiste dire vous êtes ce qui se passe ici, c'est parce que vous avez élu François Mitterrand et François Hollande. On n'a pas François Hollande et on n'a pas entendu la suite. Bon, alors, François Hollande a l'entière responsabilité, je dis bien l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Évidemment, l'État qui a attaqué la France a également l'entière responsabilité. Je ne cherche pas à minimiser l'action qui a été menée contre la France. Je dis seulement les relations internationales, c'est quelque chose de très complexe et on se doit d'honorer sa signature. La France ne l'a pas fait, elle a trouvé un partenaire ou un ennemi
qui le lui a rendu. Voilà. Alors, pour comprendre cette affaire-là, il faut avoir deux choses en tête. D'abord, les attentats à Paris ont été la première vague. La deuxième vague a eu lieu à Bruxelles. C'est la même équipe qui a fait Paris et Bruxelles. Donc quand, avant-hier soir, on a fait une commémoration sans inviter les victimes à Bruxelles, déjà, on se moque de nous. C'est clair, il y avait des djihadistes qui étaient les mêmes dans les deux cas. Oui, mais ils n'ont peut-être pas envie que ça se sache ou qu'on établisse le lien. Ah oui, mais ils n'ont pas envie que ça se sache et ils mentent depuis 10 ans pour qu'on ne comprenne pas ce qui s'est passé. Et avant-hier soir, le président de la République, dans son discours, a dit « Mais pourquoi ? Mais ces attentats n'avaient pas de sens et ils n'auront jamais aucun sens. » Ben non. Ben ouais. Ils avaient un sens et ce sens, c'est la responsabilité des incapables qui nous gouvernent. Il faut savoir que être chef d'État, c'est pas une sinécure, c'est prendre une responsabilité. Donc aujourd'hui, on a des chefs d'État successifs qui s'amusent beaucoup dans ce fauteuil, mais qui n'ont pas conscience du risque que cela signifie, pas seulement pour eux, d'abord pour la population française. Donc ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est que tout ça a pour origine le fait que au moment de la guerre contre la Libye, Nicolas Sarkozy, qui alors était président de la République, a envoyé son ministre des Affaires étrangères, c'était Alain Juppé, discuter avec les Turcs pour les faire rentrer dans l'opération. Effectivement, vous savez, les Turcs ont mobilisé la tribu des Misrata, qui est une tribu d'anciens officiers de l'armée ottomane, en fait. Et la tribu des Misrata, c'est elle qui a attaqué Tripoli. Bon. Mais pour obtenir que la Turquie se retourne contre la Syrie, il fallait lui donner quelque chose en échange, parce que la Turquie avait des relations commerciales considérables avec la Libye. Pour elle, ça a été un drame, cette guerre. Mais la France, à ce moment-là, s'est engagée, par écrit, s'est engagée à résoudre la question kurde sans atteindre le territoire national de la Turquie. Or, c'est évidemment impossible, puisque s'il doit y avoir un Kurdistan, ça doit être en Turquie. Ça ne peut pas être ailleurs. C'est là qu'ils habitaient. Mais là, on a dit, on va faire ça ailleurs, on va faire ça dans la deuxième manche, après la guerre en Libye, on va faire la guerre en Syrie, et là, on va faire le Kurdistan en Syrie. Donc, si vous voulez, c'est une affaire complètement démentielle d'avoir fait ça. Monsieur Juppé devrait être jugé pour ça. On en a fait le président du Conseil constitutionnel. Dans cette affaire, vous allez voir, tous les gens qui ont mal agi ont tous été remerciés. Tous les gens qui ont servi la France ont été condamnés. Bon. Alors, lorsque François Hollande a succédé à Nicolas Sarkozy, au début, il s'est engagé à suivre l'accord entre Juppé et Davutoglu. Alors, petite chose, cet accord n'a jamais été publié en France, nos députés l'ignorent, mais il était publié par la presse algérienne. L'Algérie, qui, contrairement à ce qu'on raconte, est un pays fort intelligent
et qui a une tradition en politique étrangère extrêmement Dynamique. non, mais c'est quelque chose de très élevé, leur politique étrangère. Alors qu'on les considère comme des moins que rien, en fait, c'est pas du tout. Bon. Il faut savoir regarder ses adversaires ou ses partenaires tels qu'ils sont, au lieu de les insulter comme nous le faisons. Mais donc, François Hollande a reçu le Premier ministre turc de l'époque, Erdogan. Aujourd'hui il est président de la République, à l'époque il était Premier ministre. Il l'a reçu à l'Élysée, et alors qu'il le recevait à l'Élysée, il a fait rentrer par la porte à l'arrière le chef, enfin le demi-chef des Kurdes syriens. Il y a chez les Kurdes, chaque fonction vient à un homme et une femme. Et donc, il y a un homme et une femme pour les Kurdes en Syrie. Il a fait venir l'homme qui dirigeait les Kurdes en Syrie, et celui-ci, devant Erdogan, s'est engagé à respecter cet accord. Et Erdogan lui a dit, on va t'aider à faire le Kurdistan, non pas en Turquie, mais en Syrie. Suite de quoi, d'ailleurs, ils se sont permis de faire des choses en Syrie. Ils ont fermé les écoles chrétiennes, ils ont obligé les gens à adopter de nouveaux manuels scolaires, etc. Bon, des choses invraisemblables. Toujours est-il que sur place, les choses ont évolué. Il y a eu la bataille de Kobané, qui est une bataille qui a été livrée, en fait, par les Kurdes de Syrie, mais surtout par les États-Unis qui étaient derrière. Et à ce moment-là, les États-Unis ont dit, ces Kurdes-là, pas les Kurdes, ces Kurdes-là, nous obéissent bien, on va en faire une équipe de mercenaires pour nous dans cette région, mais vu que la Turquie est membre de l'OTAN et qu'on a aussi besoin de la Turquie, le Kurdistan ne se fera jamais. Donc la France était coincée entre son engagement absurde avec Alain Juppé et son engagement tout aussi absurde à suivre les États-Unis tel que c'était à ce moment-là. Ça l'est toujours d'ailleurs. Donc, François Hollande a décidé de tourner kazakh. Et il a reçu en grande pompe à l'Élysée une partie des Kurdes syriens, c'est-à-dire l'autre responsable, la dame qui était la présidente des Kurdes syriens, mais pas le président qui l'avait reçu la première fois. Et elle est venue avec son équipe, il y avait sa chef d'état-major était là, elle est arrivée quand même en tenue kaki à l'intérieur de l'Élysée. C'était une violation du protocole assez évidente. Hein. Bon. Voilà. Et donc ça a été une déclaration de guerre de la France à la Turquie. Alors, donc, la Turquie a répondu d'abord en tapant sur les doigts des Kurdes. Parce que la Turquie espérait que la France allait se rétablir. Donc, elle a demandé à ces djihadistes, parce que la Turquie a autant de djihadistes qu'elle en a besoin. On sait bien qui est M. Erdogan quand même. Hein. Il a commencé sa carrière à l'intérieur d'une confrérie islamique qui est allée faire la guerre en Afghanistan et en Russie, en Tchétchénie. Bon, lui, il est allé en Afghanistan, Erdogan, lui personnellement. Bon, toujours est-il qu'il a organisé un attentat djihadiste contre les Kurdes en Anatolie, non, en Turquie. Et c'était un attentat terrible. Bon. Et il a demandé à la France, vous comprenez ou vous ne comprenez pas?
Et il n'a pas eu de réponse. Alors il a organisé cette opération, qui est une opération militaire à Paris. Ça n'a rien à voir avec les attentats djihadistes que nous avons en tête. Je vais égorger une personne ici. C'est pas du tout ça. C'est une opération avec énormément de participants. Bon, lors du procès à Paris, il y en avait peut-être une vingtaine qui étaient jugés, mais en fait, on sait que derrière ça, il y a des dizaines et dizaines d'autres personnes qui étaient impliquées dans ces attentats. C'est une opération strictement militaire. Et ça a fait un carnage. Bon. Donc, lorsque ces attentats ont eu lieu, alors, je signale, quand ces attentats ont eu lieu en France, on n'avait pas le droit de dire que les djihadistes en question avaient décapité des gens au Bataclan. Personne ne l'a dit. Tous les journaux français se sont retenus de le dire. Donc soit ce sont des gens très bien élevés, soit il y a de la censure. Il a fallu attendre que, je sais pas, 2 ou 3 ans, que un rapport de l'Assemblée nationale soit rendu à ce sujet, et ce rapport ne parlait pas non plus de ça, mais quelqu'un a vendu la mèche, a expliqué que les rapporteurs avaient coupé une partie des auditions pour qu'on n'entende pas un policier qui expliquait qu'il avait vu 2 têtes. Cependant, il y a quelques jours, sur France Télévisions, c'était les grandes préparations de ces commémorations, un magistrat a dit qu'il avait été très choqué parce qu'il y avait une tête devant lui quand il est arrivé au Bataclan. Donc lui, il a parlé d'une décapitation. Mais il n'a pas employé ce terme. Il a dit qu'il y avait une tête. En fait, il y en a eu 2, au moins. Et les policiers ont essayé de réagir comme ils ont pu. Ils ont réussi à identifier certains des djihadistes et en arrêter certains à Saint-Denis, juste après. Et ils ont empêché un nouvel attentat à La Défense. Mais le groupe s'est reformé. Et Erdogan a dit, on ne va pas s'arrêter là. Il a fait un discours, Erdogan, pour la commémoration de la bataille des Dardanelles. Vous savez, la plus grande bataille des Ottomans pendant la Première Guerre mondiale. Et à cette occasion, il a menacé l'Union européenne. Il a dit, certains des États de l'Union européenne, vous êtes alignés sur la position française et vous ne nous aidez pas par rapport aux Kurdes. Donc, s'il y a des attentats, ça va vous concerner. Et il a fait ça 4 ou 5 jours avant que les attentats de Zaventem aient lieu. Et lorsque ces attentats ont eu lieu, la presse turque, c'était une explosion de joie devant ces attentats. Tous les journaux d'Erdogan ont applaudi à ces attentats. Alors, si tu permets, oui. Je vais refaire une petite synthèse de ce que tu viens de nous expliquer, parce que là, en réalité, tu réponds à 2 questions essentielles. Il était difficile pour nous, occidentaux, de comprendre l'attitude de la Turquie vis-à-vis de la Syrie, avec qui elle entretenait des relations économiques et commerciales extrêmement denses. Mais en clair, Juppé a proposé à Erdogan d'impliquer la Turquie dans l'agression contre la Syrie, et en échange, on a fait croire à Erdogan qu'on allait créer un État
Kurdes sur le territoire syrien et donc régler le problème des Kurdes de Turquie Et en les installant en Syrie. oui, alors, petite parenthèse, Erdogan était tellement persuadé qu'il allait avoir son État kurde en Syrie qu'il a fait construire une ville euh, entièrement neuve, mais qui n'était pas habitée, pour pouvoir recevoir la population sunnite de Turquie, de Syrie, qui aurait été dans cet État kurde. Il avait conscience qu'ils allaient être expulsés. Donc, il voulait les récupérer en Turquie. Et il a conservé cette ville entièrement vide pendant pratiquement toute la guerre. D'accord. Mais donc tu expliques qu'avec, pour répondre à la question de Caroline, Ruby qui pensait qu'on confondait avec Fabius. Non, non, Fabius, ça a été, sous, François Hollande. Juppé, Absolument. c'était sous, Tout Sarkozy. Sarkozy. En réalité, Erdogan s'est senti, floué. La France, comme à son habitude, n'a ni respecté sa parole, ni sa propre signature. Et je fais Non, une mais petite parenthèse avec c'est plus terrible que ça. La France a décidé de déménager une population, de dire, et on va créer un État chez le voisin. Mais est-ce qu'on va créer un État pour les Corses en Italie? Qu'est-ce que c'est que ça? oui, mais l'objectif de Hollande à ce moment-là, c'était de faire tomber Assad et de faire en Syrie ce qu'il avait prévu de faire. Absolument. Voilà. Mais si on fait le parallèle avec les accords de Minsk que Oui. François Hollande a signé avec Angela Merkel, tout en avouant des années plus tard que finalement il avait signé ces accords, mais ces accords n'avaient pas d'autre but que de tromper Poutine et de permettre à l'Ukraine de se réarmer. Mhm. Donc, on peut dire que la parole de François Hollande est une parole de pute, pardon, Monsieur le Président, Oui, mais oui. moi j'appelle ça Mhm. comme ça. Oui, mais le Et problème, donc, c'est que c'est la parole de la France. voilà. Et donc, nous, Français, nous récoltons les conséquences du comportement, j'allais dire peu élégant pour rester poli, de nos dirigeants. En Mhm. l'occurrence, François Hollande a trahi le traité qui avait été signé par Juppé au moment de la présidence Mhm. Sarkozy, et sans se préoccuper des conséquences. Si François Hollande était venu à la télévision en disant voilà pourquoi il y a eu un attentat au Bataclan, c'est parce que notre pays avait signé un accord avec la Turquie et que nous ne l'avons pas respecté. Et qu'en l'occurrence, le traité que nous avions signé avec la Turquie a obligé la Turquie non seulement à entrer en guerre contre la Syrie, mais à perdre le bénéfice des relations économiques et commerciales qu'elle avait avec la Syrie, non? Oui, alors, d'abord, la France s'est engagée, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, à ne plus jamais avoir de traité secret. Tout traité doit être soumis au Parlement et doit donc être publié. Or, ce traité entre Juppé et Davutoglu n'a jamais été transmis au Parlement français. Donc, François Hollande aurait pu constater que ce traité n'avait pas été enregistré correctement et expliquer comme ça qu'il se retirait de cet accord. Cependant, il aurait dû le dire publiquement qu'il se retirait de cet accord. Il aurait dû être franc avec les Turcs, mais il ne l'a pas été. Il ne l'a pas été avec les Turcs, mais il ne l'a même pas été avec les Français. Parce que Oui, bien sûr, un bien président sûr. digne de ce nom, peut-être il aurait pu assumer ses responsabilités en expliquant ce que tu viens d'expliquer. On n'a pas tenu notre engagement. Et c'est Oui. parce qu'on n'a pas tenu notre engagement qu'on a mis la Turquie dans une situation ingérable et que finalement, elle s'est vengée. Bon, mais c'est quand même une drôle de conception des relations internationales, avouez-le.
Ah ben, tout bien aller signer des traités pareils, c'est complètement stupide. Enfin, faut vraiment être. Non, mais et commettre des attentats criminels comme celui du Bataclan, c'est quand même pas une façon de faire de la politique aussi. Oui, mais c'est une guerre, c'est tout. C'est une guerre. Est-ce que les actions de guerre de la France en Syrie étaient plus honorables? Non, c'était tout aussi dégoûtant. Et la France a envoyé des soldats se battre en Syrie, même si elle dit le contraire. Moi, je les ai vus là-bas. Mais si Poutine réagissait comme Erdogan par rapport aux accords de Minsk, Mais le, la, la classe politique russe a été outrée par la déclaration de, de François Hollande qu'il a faite au Kiev Post, comme quoi, quand il savait qu'il avait signé, c'était pour gagner du temps. Eh bien, le président de la Douma a demandé que l'on constitue un tribunal militaire international pour juger François Hollande, parce que c'est un crime contre la paix. Et nous savons que les crimes contre la paix, ce sont les crimes les plus graves. D'après le tribunal de Nuremberg, les crimes contre l'humanité, c'est pas les plus graves, puisque ce sont les crimes contre la paix qui rendent possibles les crimes contre l'humanité. Mais la guerre d'Ukraine n'est possible que parce que Angela Merkel et, et François Hollande ont signé les accords de Minsk sans vouloir les respecter. oui, bah, ça a des conséquences tragiques. C'est Thierry, tu vois, c'est une information très importante parce que ça fait 10 ans qu'on se pose des questions et moi, j'avoue que je n'ai pas lu tes écrits, j'ai lu avec beaucoup d'attention L'effroyable imposture, je l'ai même relu 2 fois, mais je n'avais pas lu ces écrits où tu en parlais. Donc, je regrette d'avoir mis 10 ans à le découvrir, mais finalement, je considère que si la responsabilité de la Turquie dans cette manière de faire est absolument condamnable, la cause du problème, la source du problème, c'est l'attitude du président François Hollande qui finalement s'est moqué des intérêts nationaux turcs, n'en a fait qu'à sa tête en disant bah, finalement ce traité il a plus de valeur à nos yeux en traitant la Turquie comme si c'était un pays du tiers-monde. Mais euh, avant-hier, quand j'ai vu ces commémorations à Paris, moi, ça m'a vraiment choqué. J'ai vu François Hollande faire le beau lors de ces commémorations. J'ai vu aussi des membres de son gouvernement de l'époque euh, se tenir à ses côtés. Et alors, peut-être ne savait-il pas au moment des attentats, mais il le savait sûrement le lendemain, euh, quel était le fin mot de cette histoire. Donc, quand j'ai vu Manuel Valls, euh, et j'oublie le nom du ministre de l'Intérieur qu'il avait, qui était là à Cazeneuve. côté, Cazeneuve. pardon, Cazeneuve. Cazeneuve. Oui, oui. Quand je les ai vus là, ne pas dire un mot, je trouve ça insultant pour les Français en général et spécialement pour ceux qui ont vécu ces attentats. Et je pense que, c'est mon expérience personnelle aussi, hein, quand on a, quand on a vécu des événements traumatiques comme ça, on a besoin de savoir la vérité pour se reconstruire. On ne peut pas se reconstruire dans le mensonge. Or là, ce qu'on nous a proposé, c'était de reconstruisez-vous dans le mensonge. Et le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, qui dit ben, on ne saura jamais. Ben non, on sait, on sait. Ben, oui, effectivement, grâce à toi, puisque Oui, encore une fois,
j'ai eu la curiosité de regarder ta capsule avec Nicolas. Mhm. Et lorsque je t'ai entendu expliquer ça, je suis tombé à la renverse parce que je me suis dit, ça fait 10 ans qu'on attend cette réponse. Ça fait 10 ans qu'on attend de comprendre. Et finalement, la responsabilité de François Hollande est énorme dans cette affaire. Il est le responsable des attentats du Bataclan. Et à ce titre, il devrait rendre compte devant la justice, s'il y avait une justice dans notre pays. Écoute, moi, quand je suis rentré en France, il m'a fallu 2 ans avant de pouvoir prendre la parole publiquement. Parce que quand je suis rentré, je n'ai jamais eu de troubles quand j'étais en Syrie, mais quand je suis rentré en France, j'étais, je sais pas comment dire, tout d'un coup, je vivais un stress post-traumatique. Je me mettais à pleurer dans la rue, comme ça, brutalement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que je n'arrivais pas à recoller les morceaux entre ce que j'avais vécu lorsque j'étais à l'étranger et ce que je vivais à nouveau quand j'étais en France, où tout le monde me racontait des salades invraisemblables et ne voulait pas entendre ce que j'avais à dire. Et à ce moment-là, bon, j'ai rencontré un spécialiste des, 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 des troubles post-traumatiques, un spécialiste militaire qui m'a soigné. C'était au moment du procès en France, du procès de ces attentats. Si j'avais été rétabli, je serais venu expliquer les choses. Mais j'ai encore attendu quelques mois avant de prendre la parole publiquement. Écoute, à mon avis, cette information, elle va faire du bruit parce qu'évidemment, elle répond aux questions que les Français se posent depuis 10 ans. Quelle était la motivation des terroristes? Là, tu nous expliques que c'est une opération militaire, mais Oui. que malgré tout, il y a eu des revendications djihadistes. Alors, on en parlait hors antenne. Au fond, on peut coller le mot djihadiste sur n'importe quel front quand ça nous arrange, hein. Mais c'est presque une insulte à l'islam de considérer ces assassins comme des musulmans. Ben, je pense que c'est une insulte à l'islam, mais les croisés, c'était pas non plus quelque chose de très honorable pour les chrétiens. Hein. Bon, bah écoute, on va voir quelles vont être les conséquences de ces révélations, parce qu'à mon avis, bon, nos médias de désinformation mainstream ne vont sûrement pas reprendre l'information, mais les médias indépendants, à mon avis, vont s'en emparer parce que on a les réponses aux questions qu'on se pose depuis 10 ans. Pourquoi le Bataclan? Et à qui a profité le crime? Et qui en est la cause? Alors, on sait que la Turquie a diligenté cette opération après avoir mis en garde la France quant au fait qu'elle ne respectait pas sa signature et ses engagements. Et François Hollande est coupable de mensonges par omission en n'ayant pas dit aux Français, voilà ce qui s'est passé, et je démissionne parce que je me considère comme responsable de ce drame. Je pense que c'est plus qu'un mensonge par omission. Parce qu'il a C'est un laissé, crime d'État. oui, mais il a laissé entendre tout à fait autre chose que la vérité. C'est vraiment, je pense, si on reprenait ses discours de l'époque, il a dû mentir un grand nombre de fois hein, pour camoufler sa responsabilité. Mon cher Thierry, je voudrais juste faire une parenthèse parce que là, moi, je suis un vieux con attaché à des valeurs à l'ancienne, hein, je le dis toujours. Alors je dis, si nous, Français, on apprenait à juger les gens sur leurs actes avant de voter pour eux, peut-être qu'on ferait preuve d'intelligence et de prudence.
Parce que quand on voit Nicolas Sarkozy capable de trahir son meilleur ami, qui était à l'époque Jacques Martin, pour lui piquer sa femme, on se dit que quelqu'un qui est capable d'un aussi faible niveau de moralité vis-à-vis de quelqu'un qu'il considère et qu'il décrit comme un de ses meilleurs amis, eh ben on se dit qu'avec des amis comme Sarkozy, on n'a plus besoin d'ennemis. Ensuite, on passe à François Hollande, qui, tout en ayant une relation avec cette journaliste, entretenait une relation parallèle avec une comédienne, je crois. Et il s'évadait le soir de l'Élysée avec un scooter, semble-t-il. Bon, quelqu'un qui est capable de. La Bible dit celui qui est incapable d'être fidèle pour un peu ne peut pas l'être pour beaucoup. Et on devrait tous méditer cet axiome parce que finalement, c'est un peu ça la vie. Comment on peut faire confiance à des gens qui sont capables de trahir leurs meilleurs amis? Quelle chance y a-t-il qu'ils ne trahiront pas leurs électeurs? Et que de Sarkozy, en passant par Hollande, jusqu'à aujourd'hui, Macron, dont on ne sait pas si... bon, je ne veux pas m'engager dans cette histoire parce que je la trouve tellement puante, mais c'est aussi une nébuleuse, on n'y comprend rien, on ne sait pas qui est Brigitte Macron, si elle s'appelle vraiment Brigitte Macron, si c'est pas un homme, enfin bref, c'est leur problème à la limite. Mais le problème des Français, c'est qu'on leur fait croire qu'ils sont un couple normal et que cette dame est la première dame de France, alors que visiblement, c'est pas aussi simple. Mais ça nous permet de prendre conscience de la dégradation de la moralité politique dans notre pays. On est quand même loin du général de Gaulle qui payait lui-même ses factures d'électricité à l'Élysée. Oui, alors, Attends, je veux dire juste une dernière chose, après je te cède la parole. J'étais surpris de t'entendre dire que finalement Sarkozy avait été condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et je voudrais qu'on soit un peu plus précis là-dessus. Il y a eu un versement d'argent de plusieurs millions d'euros de la Libye au profit de Nicolas Sarkozy. Non, Ça, non, non, non. bon, on ne sait pas au profit de qui, mais enfin, la Libye n'a pas donné cet argent en disant ben, allez-y, achetez-vous des tickets du loto et distribuez ça au peuple. Cet argent était destiné à Nicolas Sarkozy. Même si on n'en a pas la preuve absolue, c'est pas parce qu'on n'a pas la preuve absolue que Sarkozy a encaissé l'argent qu'il n'a pas commis le crime. Ou alors, on devrait accorder à Tariq Ramadan la même présomption d'innocence. C'est pas pareil. Parce Bah, que, non, non, non. Il est clair que cet argent a été remis par la Libye à Nicolas Sarkozy. Et dans l'esprit de la Libye, c'était dans le cadre d'un marchandage qui n'a jamais été évoqué dans le procès, mais qui est extrêmement grave, puisque la volonté de la Libye, c'était d'obtenir une grâce présidentielle pour le chef des services secrets libyens, qui avait ordonné un terrible attentat pendant la guerre au Tchad. Attentat contre un avion d'Air France. Bon. Et cet argent a été versé à un intermédiaire et on ne sait pas ce qu'il est devenu après. Donc, Nicolas Sarkozy a été reconnu non coupable d'avoir utilisé cet argent à des fins personnelles. Puisqu'on ne sait pas ce qu'il en a fait. Voilà. bon, à ton avis, est-ce qu'il manque d'idées? Est-ce qu'il manque de ressources pour planquer son argent? Je te rappellerai respectueusement, mon cher Thierry, que Nicolas Sarkozy avait une ligne de téléphone au nom de Paul Bismuth pour pouvoir échapper aux écoutes. Mais moi, je suis contre la justice immanente. Ce n'est pas parce que Nicolas Sarkozy a commis toutes sortes de crapuleries préalablement et certainement d'autres après, que ça donne le droit de le condamner pour quelque chose qu'il n'a pas fait, mais qu'il aurait pu faire. Non.
Et en fait, le tribunal l'a condamné non pas pour avoir reçu cet argent, mais pour avoir ourdi un complot pour recevoir cet argent. Donc ça, c'est quand même quelque chose de tiré par les cheveux. Disons que pour l'instant, on n'a pas trouvé encore les preuves du crime, mais ça ne veut pas dire que le crime n'existe pas. Oui, mais donc on ne le condamne pas tant qu'on n'a pas les preuves du crime. Mais moi, je suis attaché à des principes juridiques très simples, hein. Mais voilà, moi, je ne voudrais pas être condamné par ces magistrats-là. Bon, en même temps, comme Sarkozy n'est pas tout blanc, je dirais que pour l'ensemble de son œuvre, 21 Ah, jours de prison, c'est quand même pas voilà, cher c'est la payé. justice immanente, mais moi, c'est quelque chose qui me choque. Bon, Thierry, dans les sujets d'actualité que je voulais évoquer avec toi ce soir, il y a la fausse paix américaine pour Gaza, rejetée par un nombre de pays arabes et par la Russie et la Chine à l'ONU. Donc ce plan de paix qui en fait n'en est pas un, hein, c'est la continuité de l'occupation et de l'apartheid sous une autre forme. Que t'inspire la réaction de la Chine, de la Russie et des pays arabes qui sont opposés à cet accord de paix? Ah, Je mets ça entre accord de paix entre guillemets, hein. oui, ils n'ont pas dit qu'ils étaient opposés à cet accord de paix, bien au contraire. Mais simplement, ils ont demandé, montrez-nous cet accord de paix. Or, pour le moment, les États-Unis parlent, mais n'ont pas réussi à dire qui va gouverner Gaza, qui va constituer la force internationale de stabilisation, tout ça. Ils disent des principes et il n'y a aucune application concrète. Donc, voilà, les États que tu as cités ont dit qu'ils voulaient quelque chose de concret maintenant. Une force internationale, Oui, plutôt qu'un conseil de paix présidé par Donald Trump et mais, Tony Blair. qu'ils disent qui préside quoi, qu'on donne des choses précises. Là, on est La Russie et resté la dans Chine quelque chose. proposent que cela se fasse dans le cadre de l'ONU. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est un très vieux projet de déployer une force des Nations Unies euh, en Palestine et en Israël. Donc, ton pronostic sur ce faux plan de paix, parce que le cessez-le-feu est violé tous les jours, les Israéliens continuent à bombarder, ils continuent à détruire, ils continuent à arrêter les gens. Donc, c'est un cessez-le-feu virtuel. C'est pas complètement virtuel quand même, mais le fait est que les choses continuent, même si c'est pas du tout avec l'intensité préalable, mais ça continue. Et personne ne peut accepter que les États-Unis ne précisent pas ce qu'ils entendent faire et laissent cette période où il n'y a pas d'autorité qui continue à avoir lieu et qui permet à l'armée israélienne de faire ce qu'elle fait. Bon, alors justement, je saisis l'occasion pour sauter au sujet suivant de cette émission, les relations entre Trump et Epstein. Je lisais un article de Philippe Giraldi publié dans The Hunts, où il explique que finalement, Trump n'est pas différent des autres et qu'il est tenu à la fois par le lobby juif américain et à la fois, paraît-il, à cause du dossier Epstein. J'ai entendu Candace Owens déclarer qu'elle avait soutenu Donald Trump pendant toute la campagne électorale, mais que pour elle, tout s'est arrêté le jour où Trump a décidé que
Alors qu'une semaine avant, Pam Biondi disait j'ai le dossier sur mon bureau, je vais l'examiner en détail. Et une semaine après, on nous dit ah ben non, finalement dans l'affaire Epstein, il y a rien du tout. Donc on parle plus de l'affaire. Et Candace Owens considère que c'est presque un aveu de culpabilité de la part de Donald Trump. Comment tu vois les choses, toi? Alors moi, je n'ai pas regardé en détail cette affaire, mais ce que j'ai observé au départ, c'est que Donald Trump avait dit qu'il publierait tous les documents de cette affaire, et puis un magistrat lui a interdit de le faire. Donc, il ne l'a pas fait, et on a dit son silence est un silence coupable. Ça, c'est cette première chose. Mais Trump n'a pas déclaré publiquement qu'un juge lui avait interdit de le faire. Non, mais tout le Ça, monde a c'est toi connu. qui le dis. Non, mais c'est public. Aux Ah, États-Unis, il y mais a un juge qui a interdit la publication de ces documents. Et maintenant, pour quel motif? Pour quel motif? Ah, j'en sais rien, moi. Mais il y a une décision de justice. Et le Congrès a décidé d'aller contre cette décision de justice. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on va voir ces documents. Là, il y a quelques jours, les membres démocrates de la commission de surveillance, je crois, de la Chambre des représentants, ont publié 3 emails échangés entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. On ne comprend pas bien où est la culpabilité de Donald Trump là-dedans. Hein. Et en réplique, les membres républicains de cette commission ont publié la totalité des documents que eux ont sur ce sujet, donc des milliers d'emails, etc. Moi, j'ai pas le temps de lire tout ça, hein, je ne sais pas ce que ça vaut. il y a 20 000 pages. 20 000 pages. Bah, ce que je comprends, c'est que, en tout cas pour le moment, personne n'a la preuve de l'implication de Donald Trump dans cette affaire. C'est pas impossible, hein, parce que c'est un personnage très, très complexe. Mais pour le moment, il n'y a pas la preuve. Alors qu'il soit sous la coupe d'un lobby. Pardon Thierry. Frankenstein, qui dit j'ai rarement été déçu et trahi comme fait Montana et Janvier. Je vous ai en horreur absolue. Pour quel motif, Frankenstein? Il y a des choses que nous disons qui ne te plaisent pas? Excuse-moi, Thierry. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, je pense que actuellement, il y a un groupe de donateurs de Donald Trump qui a toujours des moyens de pression sur lui. Je ne sais pas si le groupe qui était derrière Epstein peut faire pression sur lui. C'est possible, mais je ne vois pas ce qui permet de l'affirmer. Mais c'est possible. En tout cas, cette semaine, on a vu, dans le cadre d'une conférence à laquelle participaient le fils et la fille Trump, interrogés par un membre du collectif dont Charlie Kirk était le dirigeant, demander au fils Trump, votre père a touché plus de 260 millions de dollars de la part du lobby juif et de certaines personnalités juives. Est-ce que vous considérez que ces 260 millions de dollars donnés par ces gens n'ont pas d'incidence sur la conduite de la politique de M. Trump? Et la réponse de Eric Trump a été de noyer le poisson. Il a parlé d'Iran comme étant une menace existentielle, mais il n'a pas répondu à la question. Et à mon avis, il va falloir reposer cette question jusqu'à ce qu'on ait une réponse, bien qu'à titre personnel, tu sais ce que je pense. Oui, mais moi, j'ai besoin de choses précises. Et pour le moment, la politique de Donald Trump... 260 millions de dollars, Thierry, Oui. c'est pas une chose précise. Ça, c'est ce qu'il a reçu pendant sa campagne électorale. Est-ce qu'il est
aux ordres de ces gens-là, c'est une autre question. Il a reçu beaucoup d'autre argent dans sa campagne électorale. Et il ne sert pas non plus les autres donateurs. Donc, il faut regarder en quoi ça l'engage. Pour l'instant, l'ambassade des États-Unis a été déplacée à Jérusalem. D'accord, ça d'accord. Voilà, il permet à Netanyahou d'annexer la Cisjordanie, Non, le non. plateau du Golan, Ah oui, Gaza il a transformé permis, en Riviera. il Bon, a permis le plateau du Golan, mais c'était pendant son premier mandat qu'il a autorisé ça. d'accord. Mhm. Mais il est toujours Donc, dans la même logique, servir les d'accord, mais intérêts il d'Israël. n'avait pas encore reçu cet argent, hein. Et puis il a sollicité le président Herzog, demandant la grâce de Mhm. Netanyahou dans ses affaires de corruption, Là, tout finalement. à fait, ça peut être, ça peut être une rétribution à ses donateurs, pourquoi pas ça. D'accord, donc effectivement, les gens ont raison de se poser, la question. Est-ce que, l'argent qui lui a été donné n'a pas une incidence sur, la manière dont il dirige, Mais la tout politique chef, américaine? D'autant tout chef d'État élu est forcé de satisfaire ses donateurs. Et personne ne peut être élu sans donateur. C'est clair ça. ouais, bah, c'est le En système le France, plus pourri. on a des lois pour euh, gérer les campagnes électorales et elles sont violées à chaque fois. La dernière fois, les dernières élections, elles ont été totalement violées. Bon, mais Donc, en tout cas, le débat fait rage aux États-Unis, oui. parmi les influenceurs et les médias, de Mhm. réinformation dont Tucker Carlson, fait partie. Mhm. Et la question qui se pose et la question qui est posée à Trump, est-ce que c'est les États-Unis d'abord ou Israël d'abord? Parce Ah que oui, mais visiblement, dans vos actes, vous démontrez que, c'est Israël d'abord. moi, je ne pense pas qu'il l'ait démontré. Mais je pense que la Mais alors période de pourquoi ils l'ont flottement que démontré? tu évoques là, avec le fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment la situation à Gaza et que l'armée israélienne continue des bombardements, de petits bombardements à Gaza, voilà, cette période de flou, c'est inacceptable et ça vient précisément des conflits entre ces donateurs. Bon, alors disons que les semaines qui viennent, nous permettront d'y voir plus clair. Oui, il va falloir qu'ils choisissent à un moment. Mmh. Alors on bascule, dans l'hémisphère, sud. Mhm. On a tous, remarqué que ces dernières semaines, les États-Unis avaient, envoyé des navires de Mhm. guerre parmi les plus, performants, des avions, enfin suffisamment de soldats et de forces Et, armées et un groupe pour, naval terrible, voilà, le pour JAF. assiéger, le Venezuela. Et puis, on a tous entendu la déclaration de cette, dame à qui, on a attribué un prix Nobel de la paix. On ne sait pas d'où elle sort, mais on lui a quand même donné un prix Nobel. Elle Et sort du bureau elle sort du bureau de George Bush. voilà, elle a expliqué que si, les États-Unis réussissaient, à débarrasser le pays de Maduro, la première décision qu'elle prendrait, c'est de rétablir des relations diplomatiques avec Israël et installer l'ambassade du Venezuela, à Jérusalem. C'est quand même, une drôle de préoccupation, qu'elle a cette, dame. En tout cas, qu'elle ait besoin de le faire savoir, c'est presque un message subliminal lancé, à d'éventuels, souteneurs, on va dire. Donc, il faut savoir déjà que Israël est beaucoup intervenu dans la vie politique au Venezuela, en organisant de très grandes manifestations avec des agents du Mossad qui venaient pour organiser ces manifestations, etc. Tout ça, c'est très documenté, hein. Bon. L'actuel gouvernement a s'inquiète à juste raison du déploiement de forces des États-Unis à ses frontières.
Mais personnellement, je ne pense pas que les États-Unis vont attaquer le Venezuela. Je Alors dis pourquoi? ça, je dis ça alors que, il y a quelques années, j'étais allé au Venezuela pour expliquer le contraire. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce que les Russes sont en train d'envoyer Non, des non, S-400? non, non, parce que aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus les mêmes prétentions militaires. Ils roulent des mécaniques, mais ils ne descendent pas sur le champ de bataille. Ben, en l'occurrence, ils menacent le Venezuela, Oui, ils ils menacent. menacent, le Nigeria. Oui, Alors oui, on est oui, oui. content de savoir que Trump, se fait le défenseur des chrétiens. Mhm, On aurait apprécié qu'il défende, les chrétiens qui se font bombarder, à Gaza, puisqu'on sait que les mhm. Israéliens ont détruit, la plus ancienne église chrétienne de Gaza et ça a pas bougé, ça a pas fait bouger, d'un cil, le président américain. Mais là, il s'agit du Nigeria et on menace le Nigeria d'une intervention, militaire. Donc ils roulent des mécaniques, oui, mais avec les pays faibles. Oui, tout à fait, avec les pays faibles, oui. Mhm. Mais c'est simplement rouler des mécaniques. C'est une manière de prétendre que les États-Unis sont toujours un pays terrible, alors que c'est un pays, je l'ai expliqué depuis un an, c'est un pays qui est au bord de l'effondrement. Si Donald Trump n'était pas arrivé tout de suite, ce pays serait déjà en cessation de paiement. D'accord, mais est-ce que tu crois que c'est inéluctable ou c'est juste, retarder, l'échéance? Non, je pense qu'il est dans la position de Gorbatchev lorsque celui-ci était en Union soviétique, et je pense que les États-Unis doivent être dissous assez rapidement, comme on a dissous l'Union soviétique. Tu te rends compte? Ben oui, Thierry? mais écoute, personne ne semblait prévoir la fin de l'Union soviétique, sauf les soviétiques eux-mêmes, et ça a eu lieu en très peu de temps. Et c'est ce qui se passera pour les États-Unis. Ben, tu vois, tu parlais de justice, immanente tout à l'heure. Au Mm. fond, les Américains, qui souhaitent, les Américains Mm. et derrière les Américains, la famille Rothschild, hein, qui, a fait de cette guerre contre la Russie, une affaire, personnelle, prévoyaient de découper. C'est ce qu'a dit, Poutine: «Ils veulent nous découper en morceaux». Mm. Et finalement, c'est ce qui risque de se produire aux États-Unis, c'est-à-dire la fin des États-Unis, Oui, c'est, oui. la Alors, fin de l'Union soviétique. oui, il y a déjà beaucoup d'études sur ce que seront les États-Unis par la suite, puisque la population se regroupe par origine culturelle. Donc, il y a des endroits où il y a beaucoup d'Asiatiques, des endroits où il y a beaucoup d'Allemands, des endroits où il y a plutôt des Néerlandais, là c'est des Irlandais, etc. Il n'y a pas d'endroit où il y a plutôt des Noirs, d'ailleurs ils sont répartis dans les différents endroits, dans les différentes autres cultures. Et on peut déjà prévoir que les États-Unis vont se couper en huit. Vont se couper en 8. Oui, Bon, ben, ça, c'est plutôt, rassurant parce que moi, je oui, j'ai jamais vu les Américains comme une force de paix, hein. oui, mais alors le problème c'est quand ils vont se couper, qui va garder la force nucléaire? Quand l'Union soviétique a été dissoute, c'est la Russie qui a conservé toute la puissance nucléaire de tout l'espace soviétique. Sans ça, aujourd'hui, il y aurait une bombe atomique en Ukraine, hein, par exemple. Non, il n'y en a Oui. pas. Bon. Donc, qui va garder cette puissance atomique? Et d'autre part, est-ce que ceci va avoir lieu pendant le mandat de Trump? Je ne pense pas. Je pense qu'il va continuer à gesticuler pour repousser les échéances. Ou avec son successeur, là, je pense que ça aura lieu avec son successeur. Mais, il me semblait, t'avoir entendu dire que, ce que risquait, Trump, c'est d'être, tué. Absolument. Donc, Tu es toujours, il y aura un tu es toujours successeur sur très cette vite et un ligne? effondrement très rapide. Tu es toujours sur cette, ligne? Oui, évidemment. Évidemment. Je rappelle d'ailleurs,
que le dernier attentat contre Donald Trump a été perpétré, semble-t-il, par quelqu'un qui était envoyé par les services secrets ukrainiens. Oui, j'ai vu ça. Et puisqu'on parle de l'Ukraine, Thierry, je pense que tu as vu ce qui se passe actuellement avec l'opération Midas. C'est un Oui, peu paradoxal tout ça, parce qu'on sait que l'Ukraine, c'est la patrie de la corruption, comme nous serions la patrie des droits de l'homme, que c'est en fait une espèce de lessiveuse pour argent sale, et que tout le monde y retrouve ses petits. Là, sous la pression des Américains, Zelensky a été obligé de remettre en activité, si j'ose dire, le service anticorruption. Et ce service anticorruption fait son travail, puisque des membres de son gouvernement non, sont mis non, en non, non, cause. non, 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 non. Ça n'est pas Non, Zelensky qui a remis le NABU, cette police anticorruption en non, mais il s'y opposait avant. service. Mais il y est tout à fait opposé. Ce sont les États-Unis de Donald Trump qui ont remis ça en service. Marco Rubio a envoyé, il y a 6 mois maintenant, 80 enquêteurs du département d'État pour renforcer cette opération Midas qui avait déjà commencé auparavant. Il a fait nommer un nouveau procureur général en, en Ukraine. Alors, on avait déjà le nom depuis un certain temps, mais la nomination n'a eu lieu que lorsqu'il a dit que c'était indispensable à faire et non plus à attendre. Et c'est cette nouvelle équipe qui a arrêté les proches du président Zelensky. Alors, pour le moment, ils n'ont pas arrêté le président Zelensky. Mais ce sont les États-Unis qui ont mené cette opération. C'est pas, comme on essaye de nous le faire croire, quelques gens en Ukraine. Oui, oui, on est d'accord là-dessus, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arrière-pensée qu'il y a derrière. Alors, la première pensée qu'il y a derrière, c'est que si le gouvernement Zelensky tombe dans les prochains jours, parce que c'est quelque chose qui va se faire peut-être très très vite, hein, il y a déjà 2 ministres qui ont démissionné, il y a des hauts fonctionnaires qui tombent les uns après les autres. Peut-être que le président Zelensky, qui doit venir lundi à Paris, ne retournera pas dans sa capitale et va s'enfuir après son rendez-vous à l'Élysée. Je ne sais pas. Et quel futur tu prédis à Zelensky, parce qu'il est quand même responsable de la mort de millions de gens, du dépeuplement de l'Ukraine. Oui, 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 oui. Je ne sais pas, il va trouver un asile politique. Ceux qui se sont déjà enfuis sont déjà tous en Israël. Peut-être il y Ah, aura sa place aussi. oui, bon. Ben, là aussi, dans les semaines qui suivent, on va voir ce qui se passe. Je Il faut se lisais rendre dans... compte que parmi les personnes qui sont mises en examen, il y a le numéro 2 du régime. Parce que le numéro 2 en Ukraine, derrière le président, c'est pas le Premier ministre, c'est pas le directeur de l'administration présidentielle. Le vrai numéro 2, c'est le chef du Conseil de sécurité. Et cet homme, c'est l'ancien ministre de la Défense, c'est un Tatar. Bon, il est, il est au centre de cette opération de lutte contre la corruption. Donc, si le chef du, de tout ce qui fait l'ordre militaire en Ukraine est obligé de s'enfuir, bien, je pense que la paix va forcément arriver vite. Bon, et on pourra dire que Poutine a dénazifié l'Ukraine? Non, on pourra dire que euh, Donald Trump a dénazifié l'Ukraine parce que il se trouve que les nazis et les corrompus, c'est exactement les mêmes personnes là-bas. Non, pas exactement, parce que maintenant, il y a des membres de la division Azov
qui interviennent dans le débat national et qui appellent à renverser Zelensky dans les jours qui arrivent. Donc, il peut y avoir un coup d'État à l'intérieur du système. Bon. Alors, pour finir sur la Russie, j'ai lu un article dans Réseau International signé par Michel Simakovitch. L'article s'intitule « Les causes profondes de la guerre contre la Russie » et elle explique que, selon elle, finalement, c'est Rothschild qui ne pardonne pas et n'oublie pas que Poutine, finalement, a pris le contrôle du gaz, a nationalisé le gaz en Russie, alors qu'après la chute de l'Union soviétique, on a vu surgir des multimilliardaires juifs dont on ne sait où venir acquérir des compagnies de pétrole, des compagnies de gaz. Il y avait comment s'appelait celui qui a été mis en prison pour fraude fiscale, Khodorkovsky. Voilà, on se demandait comment Khodorkovsky, un jeune mec, pouvait disposer d'autant de milliards pour racheter des compagnies russes. Et l'article explique qu'en fait, Rothschild ne pardonne pas à Poutine de lui avoir retiré ses richesses et qu'il est en partie responsable de ceux qui alimentent le feu. Et je me souviens d'avoir lu une lettre adressée au gouvernement britannique par Nathan Rothschild de la branche britannique, où ils expliquaient qu'il ne fallait absolument pas perdre l'Ukraine, qui était considérée, selon lui, comme la pierre angulaire du nouvel ordre mondial. Est-ce que tout ça, c'est cohérent pour toi ? Alors, moi, il y a deux choses là. D'abord, la famille Rothschild est directement impliquée dans le système des oligarques, puisque quand Boris Yeltsin était au pouvoir, donc les États-Unis ont choisi une centaine de personnes pour recueillir les biens collectifs de la Russie à titre privé. C'est les gens qu'on appelle les oligarques. Donc, Lord Rothschild a été chargé de veiller à ce que chacun de ces oligarques, dans son conseil d'administration, ait un système qui permette en fait la continuité des décisions, même si on assassinait des membres du conseil d'administration. C'est Lord Rothschild lui-même qui dirigeait ce système. Donc oui, effectivement, le président Poutine a des raisons personnelles de se heurter à la famille Rothschild. Mais je pense que le problème de la haine vis-à-vis de la Russie est un problème plus ancien. En fait, il date au minimum du 19e siècle, de ce qu'on appelle le grand jeu, selon l'expression de Rudyard Kipling, de l'opposition entre l'Empire britannique et l'Empire russe, avec ce qui s'est passé aux Indes et en Afghanistan. Et en fait, cette opposition entre les deux empires, c'est ça qui est la vraie cause de la Première Guerre mondiale, c'est ça qui est aussi la cause de la Deuxième Guerre mondiale, puisque le roi d'Angleterre, Édouard VIII, a financé la reconstitution de l'armée de la République de Weimar, de l'Allemagne de Weimar, contre l'Union soviétique. Il les a financés pour pouvoir attaquer l'Union soviétique, et il a mis en place Adolf Hitler pour mener une guerre contre les soviétiques. Vous savez que quand Édouard VIII a dû démissionner, il est allé rencontrer Hitler à nouveau. Ils se sont félicités l'un l'autre en disant qu'ils allaient enfin régler leur compte aux soviétiques. Et c'est la Banque d'Angleterre, avec Lord Montagu, qui a entièrement financé le réarmement de l'Allemagne et la création de l'armée nazie. Voilà.
Et je pense que c'est à nouveau cette opposition qui fait que l'on s'en prenne aujourd'hui à la Russie à propos de l'Ukraine. On provoque ce conflit. Vous savez qu'aujourd'hui, après, il y a eu pendant plusieurs mois des va-et-vient entre Paris et Londres pour savoir qui allait diriger la coalition des volontaires. En fait, aujourd'hui, on ne parle plus de coalition des volontaires, mais il y a un organisme multilatéral militaire qui a été créé d'abord avec tous les États de la mer Baltique et auquel on a ajouté l'Ukraine il y a 15 jours, quelque chose comme ça, et on va changer le nom de cet organisme qui est dirigé par le Royaume-Uni et par lui seul pour régler son compte à la Russie. Donc, nous, Français, on peut se mettre à la remorque des Britanniques, encore une fois, mais c'est vraiment être à la remorque. Bien. Merci Thierry. On a fait 1h11. Je pensais qu'on allait tenir tout ça dans 1 heure. On a dépassé un peu, mais c'est pas grave. C'est un plaisir de t'entendre. On se donne rendez-vous le mois prochain. J'ai oublié de te dire que je travaille toujours sur l'émission que nous avons prévu de faire avec Pépé Escobar. Mais Pépé m'a expliqué qu'il est actuellement en déplacement multiple et que c'est pas simple pour lui. Donc, il m'a dit courant novembre, peut-être début septembre, il sera en mesure de pouvoir me communiquer une date. Je t'avoue que je me réjouis de vous réunir tous les deux sur un même plateau. Ça va être dense. Oui, oui. Merci infiniment, Thierry. Merci beaucoup. À très bientôt. Amis internautes, merci à vous tous. Vous avez été nombreux ce soir à nous suivre et vous êtes nombreux à vous exprimer dans le chat. Je n'ai pas l'occasion de pouvoir répondre en direct, mais je lirai vos commentaires avec beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir. Voilà, je vous donne rendez-vous demain soir à 18h avec notre ami Abdel. Et puis, pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Merci bien. Bonsoir.